crois que vous êtes en live, hein. C'est bon, nous sommes en live. Bonsoir à tous. Eh bien, on se retrouve après quelques mois d'arrêt, je l'avoue, suite à la période du coronavirus, du confinement. Mais bon, eh bien, comme nous ne cédons pas au CRIF Marseille-Provence, CRIF Mag fait son grand retour sous une formule différente. Alors, j'ai l'habitude de dire bonsoir aux auditeurs. Ce soir, je vais dire bonsoir aux téléspectateurs. C'est quand même inédit pour moi. Et donc, mais c'est assez passionnant, je dois dire aussi. Et premier des invités, eh bien, je suis très, très heureuse de recevoir Francis Khalifa, qui est le président du CRIF au niveau national. Francis Khalifa, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans l'émission CRIF Mag, une émission, comme je le disais il y a quelques instants, revisitée, que l'on retrouve maintenant via Zoom, que tout le monde utilise. En tout cas, ça fait plaisir, parce que moi, j'ai l'habitude d'entendre des voix, mais pas de voir des visages. En tout cas, ça fait plaisir de vous voir. Mais avant de commencer cette interview, Francis Khalifa, comment allez-vous ? Écoutez, ça va. J'ai envie de dire, grâce à Dieu, tout va bien. Ce qui est important, finalement, c'est que les inquiétudes que les uns et les autres ont pu avoir suite à un peu fantaisistes qui avaient été transmis, notamment la presse israélienne qui faisait état de 1300 morts dans la communauté juive pendant cette crise sanitaire, ne sont pas des chiffres exacts. Je crois qu'il faut revenir à la réalité, même si les chiffres sont importants. On est à beaucoup moins de la moitié de ces chiffres-là, ce qui est déjà très, très important. Et je voudrais profiter de ce moment pour avoir une pensée amicale, une pensée de solidarité pour tous ceux qui ont été touchés par la maladie, pour qu'ils puissent, pour leur souhaiter un rétablissement le plus rapide possible et le plus complet possible. Et puis une pensée peut-être un peu plus triste pour tous ceux qui ont été touchés plus gravement par un deuil encore plus compliqué à faire, parce que nous savions que cette période de confinement nous obligeait à des quotas de présence au moment des enterrements, et je sais quelle a été leur douleur. Je veux que chacun sache que c'est une douleur que nous partageons tous, et nous sommes en pleine solidarité, bien sûr, avec tous ceux qui ont été frappés justement par la perte d'un proche, d'un parent, d'un ami, d'un voisin. Et c'est à leur côté que nous nous tenons. Et j'ai envie de dédier ce Zoom à l'ensemble de ceux qui ont été touchés par la maladie. Alors justement, Francis Khalifa, cette période que tout le monde a dû subir, elle a été très déstabilisante. Ce confinement a été très déstabilisant pour beaucoup, et notamment au niveau professionnel, encore plus au niveau associatif, comme dans votre association, vous avez quand même accès au public, puisque tous les dîners du CRIF ont dû être reportés, voire annulés, les conférences. Comment vous avez quand même pu travailler? Parce qu'on a quand même vu que d'une autre façon, eh bien, le CRIF existait quand même. Écoutez, on a travaillé, j'ai envie de dire, comme si les choses étaient normales. Sauf que finalement, nous n'avions plus de réunions physiques, ni de réunions de travail, ni de réunions avec les gens qui nous soutiennent, avec ni ces dîners, ni ces conférences, etc., de façon publique. Mais nous avons utilisé la technique, les moyens techniques que nous donne, et notamment Zoom, sur lequel nous sommes ce soir, et qui nous permet finalement de poursuivre une activité, et je dirais presque de l'amplifier, de trouver encore des nouveaux thèmes à aborder à travers Zoom, non plus en recevant les gens chez nous, mais en allant chez eux, en réalité. Et je crois que ça s'est bien passé, puisque nos équipes ont travaillé d'arrache-pied. Je crois que les heures de travail pour toutes nos équipes ont été largement au-dessus des heures qu'elles font d'habitude, puisque là, on était en télétravail, et qu'il y a beaucoup moins d'horaires en réalité en télétravail. En tout cas, ces heures de travail étaient adaptées à la possibilité justement qu'on donnait à chacun de pouvoir participer à ces différentes activités. Et je dois vous dire que, comme dans toutes les crises, et nous le savons, nous, communauté juive et peuple juif, comme dans toutes les crises, nous savons qu'il y a un pendant à chaque crise, il y a toujours un réveil de cet antisémitisme, et nous avons eu aussi un très très beau travail avec notre cellule digitale qui travaille justement sur la haine en ligne, et qui a eu beaucoup de travail pour justement continuer à signaler les messages de haine
qui ont fleuri sur Internet, Oui. je dirais, de façon très, très importante, et en même temps de les signaler, les faire supprimer, et parfois aller au-delà, puisqu'on a eu l'occasion, je crois qu'on va en parler. On va en parler justement, parce qu'il y a quand même beaucoup de... L'actualité est très agitée en ce moment. C'est-à-dire beaucoup de personnes se sont dit quel sera le monde d'après, après cette maladie, après ce confinement. On voit que le monde n'est pas apaisé, justement, et qu'il est très agité dans beaucoup de sens. Alors, on va prendre, si vous voulez, par thématique, et on va commencer par la lutte contre l'antisémitisme. Alors, vous avez un dossier quand même très lourd en ce moment, puisque vous avez déposé plainte contre Dieudonné suite à une dernière vidéo qu'il a mis en ligne il y a quelques semaines, qui est ouvertement antisémite. Oui, il s'agit de deux vidéos en réalité qui ont été mises à 2 jours d'intervalle, une le 9 mai et une le 10 mai, où une nouvelle fois, parce que nous savons tous que Dieudonné n'est pas un perdreau de l'année, c'est-à-dire que c'est un récidiviste, nous l'avons vu à plusieurs reprises, nous l'avons combattu, nous ne cessons de le combattre, mais là je crois qu'il a encore passé une strate supplémentaire, puisqu'il est arrivé avec une vidéo qui est carrément antisémite, il ne se cache plus, il ne se cache plus derrière l'humour, puisqu'il traitait de sujets d'actualité, notamment de cette pandémie, pour déverser son venin antisémite. Et donc, nous avons déposé plainte auprès du président de la République, du procureur de la République, pardon, pour incitation à la haine, incitation à la violence, parce qu'il y a une véritable incitation à la violence contre les juifs, et bien sûr, comme c'est à son attitude, pour incitation à la discrimination et contestation de l'ampleur du crime et de la réalité de la Shoah. Cette plainte est en cours, donc on attend maintenant, c'est entre les mains du procureur de la République, et nous attendons maintenant de pouvoir aller au bout de sa plainte qui soit au moment où il sera traduit devant la justice et où on pourra à ce moment-là faire valoir nos droits, je crois, et les droits des Juifs qui ont été diffamés, heurtés par ces vidéos. Nous avons réussi, en attendant, tout de même à faire chose rare sur YouTube, à faire supprimer les 2 vidéos qui ne sont plus disponibles sur YouTube, même si on essaie de les remettre, etc. Nous travaillons à chaque fois pour les signaler, pour les faire supprimer. Et je veux dire qu'on a eu une écoute, c'est bien de le signaler parce que ce n'est pas courant, une écoute très attentive de la part de YouTube, avec qui nous sommes en relation permanente, comme avec les autres réseaux et les autres réseaux sociaux et les autres plateformes. Et nous avons réussi donc à faire supprimer ces 2 vidéos en attendant de se trouver en justice face à Dieudonné. Ce n'est pas la première plainte qui est déposée Non. contre Dieudonné. On peut parler de Dieudonné, on peut parler d'Alain Soral, ce ne sont pas les premières plaintes. Et pourtant, chaque fois, même si Dieudonné, on va dire entre guillemets, a un peu moins de chance qu'Alain Soral, puisqu'il se fait condamner, ça continue. Est-ce que parfois, vous ne dites pas, mais finalement, le combat, il est perdu d'avance, parce qu'on sait qu'il va être condamné et on sait qu'il recommencera. Non, je crois qu'il ne faut jamais se dire que le combat est perdu d'avance. D'abord parce que les condamnations évoluent. On voit bien aujourd'hui qu'il est de plus en plus acculé. Il s'est mis en faillite personnelle. Plus rien ne lui appartient parce qu'il ne peut pas payer, pour ne pas payer, parce qu'il a beaucoup d'argent, mais pour ne pas payer les amendes auxquelles il est condamné. Ce que nous attendons en réalité de la justice, ce sont une plus grande sévérité, car nous n'avons pas affaire à des délinquants, à des primo-délinquants. Nous avons affaire, qu'il s'agisse de Dieudonné, qu'il s'agisse de Soral ou de tous ceux qui sont autour d'eux, il s'agit de délinquants récidivistes. Donc je crois qu'on ne peut plus se contenter aujourd'hui de peines de prison avec sursis ou d'amendes aussi lourdes, d'amendes financières aussi lourdes soient-elles, parce que nous savons très bien que ces amendes ne sont jamais recouvrées. Je crois qu'il faut qu'il y ait des condamnations à la prison ferme. Alors on en a eu une fois. On en a eu une fois avec Soral. Soral a été condamné à 1 an de prison ferme. Mais il ne l'a pas fait. Malheureusement, il n'a pas fait cette année de prison à laquelle il a été condamné, mais il n'a pas fait pour une raison simple, c'est que le ministère public a fait appel de cette condamnation.
Ce qui fait que finalement, il y a une espèce d'incohérence complète entre le combat qu'il faut mener contre ces délinquances antisémites et la réponse qu'apporte la justice, et parfois qui se trouve dans une véritable contradiction, parce que pour une fois qu'il y a eu un président de tribunal suffisamment courageux pour le condamner, le ministère public a fait appel de cette condamnation, il n'a pas effectué cette peine, et aujourd'hui il se trouve en Suisse parce qu'il bénéficie d'une double nationalité franco-suisse, et il est actuellement en Suisse, où il est en toute impunité en Suisse, où il continue à déverser son venin et sa haine antisémite. C'est ça qui doit changer. C'est ce qui doit changer. C'est qu'aujourd'hui, la récidive doit impliquer automatiquement une peine de prison ferme. Et là, nous sommes dans des cas de multirécidive. Donc, je crois qu'il faut que la justice soit beaucoup plus ferme dans le prononcé des condamnations, et qu'une bonne fois pour toutes, on éradique le net de ces venins qui sont portés par ces deux personnages. Est-ce que vous pensez que la loi Avia va vous aider? Écoutez, la loi Avia n'est pas parfaite. La loi Avia, par contre, est une étape. C'est une étape, elle n'est pas parfaite d'abord parce que moi, j'accueille de toute façon le vote de cette loi Avia avec beaucoup de satisfaction. Nous avons énormément travaillé en amont à ce que cette loi soit d'abord faite et ensuite qu'elle soit votée à l'Assemblée nationale. Donc, c'est avec beaucoup de satisfaction que je l'accueille, en sachant qu'elle ne répond pas à tout. Elle ne répond pas à tout, et notamment en ce qui concerne la lutte contre l'antisémitisme, et nous étions très attachés à cette partie-là qui devait être prise en compte par la loi Avia. Elle ne répond pas à la nécessité de lutter également contre l'antisionisme, la haine d'Israël, qui est le nouvel antisémitisme, puisque cela ne figure pas du tout dans la loi Avia. Mais j'ai bon espoir parce que pour moi, c'est une étape, il faut la saluer comme une étape positive. J'ai bon espoir que cette loi puisse évoluer, et puisse intégrer cette dimension importante qu'est l'antisionisme à travers la haine d'Israël. Alors, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable, Francis Khalifa. Vous parlez d'antisionisme intégré dans cette loi. C'est quand même un sujet assez délicat, parce qu'après tout, on peut être antisioniste sans être antisémite. On pourrait vous dire qu'il y a des juifs qui sont antisionistes. Alors, comment justement arriver, parce que c'est comme un fil très délicat, parce que les gens qui sont antisémites et qui le cachent derrière l'antisionisme sont assez forts. Donc, est-ce que vous pensez que là, comment vous pouvez procéder pour faire comprendre qu'il peut y avoir une évolution de la loi, et que parfois, quand on est antisioniste, ça veut dire qu'on est antisémite, parce qu'on peut vous répondre ce que je viens de vous dire. C'est pas parfois, c'est toujours, et je vais vous dire pourquoi. Il suffit juste de remonter à l'étymologie des mots et à l'histoire. Le sionisme est le mouvement de libération du peuple juif qui existait depuis longtemps dans la tradition juive. Nous prions tous les ans, depuis des milliers d'années, depuis le début de la dispersion, nous prions vers Jérusalem, nous disons toujours au Mont Pessah, l'an prochain à Jérusalem, donc il y a toujours ça. Mais au-delà de ça, le sionisme politique apparaît à la fin du XIXe siècle, en même temps que l'ensemble de ces mouvements d'autodétermination des peuples. Et qui dit autodétermination dit pays, territoire. Donc le sionisme, c'est l'autodétermination du peuple juif sur un territoire dans un pays qui s'appelle Israël aujourd'hui. Donc aujourd'hui, dénier au seul peuple juif ce droit à l'autodétermination complète dans son pays, c'est être antisémite, puisque c'est, encore une fois, discriminer le peuple juif par rapport aux autres peuples qui se sont inscrits dans ce même mouvement d'autodétermination des peuples à la fin du XIXe siècle. Mais et donc, on est vraiment dans une discrimination qui s'adresse au peuple juif, donc c'est de l'antisémitisme. Donc
l'incompréhension qu'ont certains qui sont de bonne foi et qui parfois n'ont pas voté cette loi à l'Assemblée nationale, alors qu'ils étaient de bonne foi et qui ne sont pas du tout antisémites. C'est qu'ils ont fait une confusion entre la critique que l'on peut porter sur la politique menée par tel ou tel gouvernement en Israël, qui, elle, est tout à fait légitime, parce qu'il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas critiquer la politique menée en Israël par tel ou tel gouvernement, tout comme, d'ailleurs, les Israéliens ne s'en privent pas, et je crois que ce sont les champions même de cette critique, tout comme nous-mêmes, nous pouvons critiquer la politique qui peut se faire en France ou qui peut se faire aux États-Unis et personne ne s'en prive. Donc il n'y aurait aucune raison qu'Israël bénéficie d'un statut particulier qui interdise la critique politique. Et ça, nous l'avons dit, la critique politique est légitime. Dans toute démocratie, la critique politique est légitime. Ce qui n'est pas légitime, c'est de nier au peuple juif le droit d'avoir sa terre et de vivre sur cette terre. C'est ça, et c'est ça l'antisionisme. L'antisionisme, ce n'est pas la critique de la politique de Netanyahou, de Shimon Peres lorsque c'était lui, ou d'autres gouvernements, ou du gouvernement actuel. Non, c'est pas ça l'antisionisme. L'antisionisme, c'est la négation d'Israël. C'est dire qu'Israël ne doit pas exister. C'est la délégitimation d'Israël. C'est ça l'antisionisme. Et c'est pour ça que c'est l'antisémitisme. Et c'est pour ça que cette nouvelle forme d'antisémitisme, et qui a d'ailleurs été qualifiée comme telle par le président de la République au dîner du CRIF, d'ailleurs au dernier dîner du CRIF, cette nouvelle forme d'antisémitisme avait toute sa place dans la loi Avia. Et ça faisait partie des discussions difficiles que j'ai eues avec Laetitia Avia pour la faire intégrer dans la loi. On n'a pas réussi cette fois. J'ai bon espoir, je vous le disais, que l'on puisse très rapidement voir cette loi évoluer et inclure justement cette forme nouvelle de l'antisionisme, parce qu'on ne peut pas de l'antisémitisme, parce qu'on ne peut pas traiter que l'antisémitisme que nous connaissons depuis la nuit des temps. Non, il y a une forme nouvelle d'antisémitisme aujourd'hui, qui est cet antisionisme virulent, extrême, qui va à la négation et la délégitimation d'Israël, et ça, il faut le combattre comme de l'antisémitisme. Alors, j'ai vu justement, et vous le disiez tout à l'heure en tout début d'interview, que les gens, donc les particuliers, peuvent signaler auprès du CRIF les contenus haineux, antisémites, qu'ils pourraient voir fleurir sur la toile. Alors, concrètement, comment faire ? Ils peuvent déjà, de façon très facile, les signaler directement aux diffuseurs. Vous savez qu'aujourd'hui, les diffuseurs ont l'obligation aujourd'hui d'avoir un bouton visible de signalement. Donc, lorsque vous êtes confronté à un contenu antisémite, il faut le signaler, il faut appuyer sur le bouton et il faut signaler, il faut faire ce signalement. Si vous avez des difficultés à le faire, il suffit d'envoyer une copie de l'écran à la cellule digitale du CRIF. Vous trouverez très facilement l'adresse internet sur le site du CRIF et qui se chargera, elle, de faire ce signalement. Mais vous pouvez, chacun aujourd'hui, chaque citoyen a cette capacité aujourd'hui à contribuer à nettoyer Internet en faisant justement les signalements. Maintenant, il appartient aussi, et c'est ça toute la difficulté de l'application maintenant de la loi, parce que bientôt la loi va être promulguée, puisque le président de la République s'est engagé à ce qu'elle soit promulguée d'ici à fin juillet. Donc cette loi va être promulguée, après il va falloir l'appliquer. C'est les conditions d'application de cette loi qui vont être compliquées, parce que cette loi impose aux plateformes de mettre en place une modération des contenus haineux qui transitent par leur site, important pour pouvoir les éliminer et pouvoir les modérer. Et c'est là le volet important de la loi, à mon sens, c'est la sanction qui est derrière. C'est que si 24 heures après avoir été avisé d'un contenu haineux présent sur le site, ce contenu n'a pas été supprimé, il y a de très lourdes amendes qui peuvent aller jusqu'à 4% du chiffre mondial, du chiffre d'affaires mondial
de la plateforme ou du diffuseur. Donc on voit bien que là, on touche finalement au portefeuille. Et ça faisait partie de ce que nous disions depuis très longtemps. Il n'y a, vous savez, Twitter, Facebook, tous ces réseaux sociaux sont avant tout des affaires économiques et financières qui génèrent énormément de profits. Le seul moyen de les obliger à mettre en place des équipes de modération suffisantes en nombre et suffisamment formées, c'est de les toucher au portefeuille. Et là, je crois que c'est cette partie-là de la loi aussi qui est intéressante, c'est qu'elle va permettre justement de taper au portefeuille. Et je pense que nous aurons assez rapidement, nous verrons les premiers résultats. Et je vais vous faire une confidence. Vous savez que avant même que la loi Avia sorte, nous avons, nous, au CRIF, installé un observatoire de la haine antisémite sur le net. Cet observatoire a rendu ses premiers résultats donc pour l'année 2019, au début 2020, et on a analysé qu'après modération, après modération, il restait encore près de 52 000 messages, clairement antisémites sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est la preuve que la modération n'est pas faite. Et après la loi Avia, nous avons, là maintenant, parce que l'observatoire continue, nous avons déjà les résultats du premier trimestre. Lorsque l'on fait la comparaison, dans un comparatif entre le premier trimestre 2019 et le premier trimestre 2020, on s'aperçoit qu'il y a une baisse. Alors, elle n'est pas extrême, on n'a pas divisé par deux, mais il y a une baisse. Ce qui veut dire qu'il y a déjà un petit effet de cette loi Avia, au moins sur la modération, où les plateformes ont compris, les réseaux ont compris qu'ils n'avaient plus le choix, qu'il fallait faire de la modération de façon sérieuse, sinon ils se mettaient en danger d'existence, eu égard aux amendes qu'ils risquent. Et là, alors bien sûr que le premier trimestre, le Covid n'était pas encore passé par là, puisque le Covid, les effets du Covid sont à peine sur une quinzaine de jours. Donc on attend avec impatience les résultats du second trimestre pour pouvoir voir quel a été l'effet justement de l'épidémie sur l'antisémitisme et sur la haine en ligne. Parce que cet observatoire que nous avons installé aujourd'hui travaille sur l'antisémitisme, mais il a vocation à s'élargir. Il a vocation à s'élargir à toutes les haines. Et nous sommes tout à fait disposés à faire bénéficier de l'expérience que nous aurons eue sur cet observatoire l'ensemble des associations qui travaillent contre le racisme, qui travaillent contre l'homophobie, qui travaillent contre les actes anti-musulmans, et ceux qui travaillent également contre la haine de la France. Parce qu'on se rend compte finalement que tous ceux qui haïssent les juifs, haïssent ceux-ci, haïssent ceux-là, sont des gens aussi qui haïssent la France. Donc je crois qu'il faut aujourd'hui que l'on puisse expulser d'Internet, qu'Internet redevienne l'outil qu'il était lorsqu'il a été créé, un outil de diffusion du savoir, un outil de diffusion de la culture, un outil qui facilite la diffusion du savoir et de la culture, et non pas un outil de diffusion de la haine qu'il est devenu. Et c'est ce qui est important pour nous. Alors, vous disiez tout à l'heure, Francis Khalifa, que la loi va être promulguée. On entend déjà certains partis politiques qui veulent former un recours devant le Conseil constitutionnel pour dire que finalement, cette loi, elle apporte une certaine restriction aux libertés et qu'elle peut entraîner des dérives. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Une chose simple, c'est que l'antisémitisme ou le racisme, ce ne sont pas des opinions, ce sont des délits. Il n'y a pas de liberté d'expression pour le délit. Il y a une liberté d'expression pour les opinions, mais il n'y a pas de liberté d'expression pour les délits. Donc là, on tourne en rond. Là, ce n'est fait que pour retarder la promulgation. Je ne vois pas le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État aujourd'hui. Non, le Conseil d'État a déjà analysé, donc il a donné son feu vert, mais je ne vois pas le Conseil constitutionnel aujourd'hui répondre favorablement à ces demandes-là, puisqu'il s'agit de réprimer des délits.
on n'est plus dans la liberté d'expression, on n'est plus dans l'opinion, on est dans le délit. Et les délits, l'antisémitisme comme le racisme, sont sanctionnés par la loi en France. Donc c'est le moyen de les sanctionner, non plus lorsqu'ils sont dans la vie réelle, mais lorsqu'ils sont aussi dans la vie virtuelle qu'est le monde d'Internet. Donc j'ai pas trop de crainte sur ce sujet-là. Alors, autre actualité qui agite, on va dire, le monde, hein, c'est l'assassinat de George Floyd, cet homme assassiné aux États-Unis parce que noir de peau par un policier. Alors, il y a eu quand même, alors je crois qu'en plus que son enterrement a eu lieu aujourd'hui à cet homme. On a vu qu'il y a eu comme une espèce de soulèvement planétaire de partout, des manifestations contre les abus, puisque même à Tel Aviv, la communauté noire a manifesté. Aux États-Unis, l'Anti-Defamation League, qui est un petit peu le pendant du CRIF, je crois, aux États-Unis, enfin, en quelque sorte, on va dire, le président du Congrès juif mondial se sont soulevés contre ça, ont été aux côtés de ce que l'on appelle les Black Lives Matter. Alors, c'est vrai, ils ont dit qu'il y a eu des débordements, puisqu'il y a eu des commerces, synagogues un petit peu saccagés, qu'il y a une frange minoritaire de ces mouvements qui est BDS, mais que ça n'empêchait pas que dans le fond et dans la majorité des gens qui manifestaient, eh bien, il était impossible de ne pas être à leur côté. Vous en pensez quoi? J'ai vu qu'en plus, et après je vous cède la parole, que le CRIF national s'est associé au Blackout Tuesday, qui était de mettre un écran noir sur les réseaux sociaux mardi. D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que nous sommes là face à un acte raciste ignoble. Ignoble et qui nous rappelle les pires moments des États-Unis avec ce qu'a été l'esclavage, etc., aux États-Unis. Donc on est vraiment dans cet acte ignoble où on voit finalement en direct un noir se faire étouffer par un blanc, et pas par n'importe quel blanc, par un policier blanc qui est le garant, qui est un garant de la, je dirais, de la sécurité, et il fait ça sous les yeux de 3 de ses collègues qui sont dans un silence que je qualifierais de complice. Je crois que déjà, ça bien sûr, et c'est normal que ça ait soulevé autant d'indignation à travers le monde, et je crois que nous avons, nous juifs, obligation d'être indignés par cet acte barbare de racisme. C'est évident. Maintenant, on sait aussi, et malheureusement c'est souvent le cas, on sait aussi que la cause de l'antiracisme, qui est une cause juste et que nous soutenons, est souvent elle-même infiltrée par l'antisémitisme et par la haine d'Israël. Vous l'avez rappelé, les manifestations, au-delà de la violence que l'on ne peut que condamner, parce que cette violence aveugle, cette violence qui n'est là que pour casser en réalité, et non pas pour revendiquer, mais qui est là pour casser, qui est une violence aveugle et destructrice, a aussi eu des effets sur les Juifs et sur Israël aux États-Unis, puisqu'on s'est attaqué à une synagogue, on s'est attaqué à des magasins cachers, et sur les campus des universités, et notamment, je crois, dans le campus de Washington, on a distribué des tracts qui étaient typiquement antisémites. Donc on voit bien cette difficulté qu'il y a aujourd'hui, mais en aucune façon, nous pouvons rester silencieux devant de tels actes. Et je crois que c'est notre devoir, et bien évidemment, le CRIF, vous l'avez rappelé, le président du Congrès juif mondial a réagi de façon très forte. Je vous rappelle que je suis vice-président du Congrès juif mondial. Donc vous êtes bien au courant. Et que bien évidemment, c'est une position que je soutiens pleinement et que nous avons repris à notre compte
sur la newsletter du CRIF, comme vous l'avez très justement dit. Maintenant, je ne veux pas non plus laisser penser en disant cela, parce qu'ensuite on a le problème de la violence policière. On ne peut pas pour autant mettre en comparaison et en balance ce qui se passe en France et ce qui se passe aux États-Unis. Je crois que dans ce domaine-là, comparaison n'est pas raison. Ce n'est pas du tout la même chose, ce n'est pas la même histoire, ce n'est pas les mêmes comportements. Maintenant, est-ce que pour autant, il n'y a pas de policiers qui sont racistes? Vous m'avez enlevé ma question. Je voulais vous demander, parce que bon, c'est vrai qu'on ne dit pas que les gens qui manifestent, en tout cas, ne disent pas que la police française est raciste, mais qu'il y a un problème de racisme auprès d'une certaine partie qu'on ne peut pas nier. Alors, est-ce que peut-être ce qui se passe aux États-Unis, ça a fait une émulation un peu partout? Et est-ce que les gens… Parce qu'on voit aussi dans les journaux, sur Arte Radio, c'est fendu d'un documentaire audio de 30 minutes, où même des policiers à visage caché, maintenant, réagissent. Mais attention, réagissent. Ce ne sont pas juste du racisme envers les Noirs ou les Arabes. Les Juifs sont intégrés aussi dedans. Alors, est-ce que vous ne pensez pas… Parce que c'est sûr qu'on ne va pas dire que structurellement, ce n'est pas pareil aux États-Unis qu'en France. Mais est-ce que ce n'est pas pour eux l'occasion de dire qu'en France, peut-être c'est un autre problème, mais il existe aussi? Je veux dire, le problème du racisme, on le trouve dans toutes les couches de la société française, dans toutes les corporations. Et la police n'est pas exempte de brebis galeuses qui sont des racistes, des antisémites, des homophobes, des anti-musulmans. C'est évident, personne ne le nie d'ailleurs en France, pas même leur ministre de tutelle qui a réagi à cela. Mais la réalité, c'est bien sûr de dénoncer ces actes racistes et ces individus racistes, comme on le dénoncerait s'ils étaient journalistes, s'ils étaient au café. Mais est-ce que pour autant, il faut jeter l'opprobre sur la police, sur l'institution qu'est la police, qui est l'institution républicaine par excellence? Ça, je ne crois pas, je suis sûr que non, car on ne peut pas aujourd'hui assimiler une minorité d'individus à l'institution et faire un amalgame entre les deux. Donc ça, je ne peux pas le soutenir, et je ne peux pas moi soutenir ou participer à une manifestation où on va crier que la police est raciste. Non, parce que ce n'est pas vrai, tout simplement. Mais par contre, sur une manifestation dont le slogan, dont la mobilisation se fait autour de la lutte contre le racisme, mais nous devons être au premier rang, même parce que nous savons trop, nous, ce que ça représente que d'être seuls dans nos manifestations. Nous l'avons vu au moment de l'affaire Sarah Halimi, nous l'avons vu au moment de l'affaire Mireille Knoll, au moment d'Ilan Halimi. Nous avons vu qu'à chaque fois, à part quelques amis traditionnels, nous étions seuls dans ces manifestations-là. C'était des manifestations judéo-juives. Alors, nous savons ce que c'est et nous savons la douleur que cela peut induire chez nous, de savoir que finalement, le peuple français n'est pas avec nous, n'est pas solidaire, ne manifeste pas en tout cas dans la rue à nos côtés cette solidarité. Alors bien sûr que pour nous, il ne s'agit pas de faire la même chose. Et des manifestations contre le racisme, nous devons être au premier rang. Alors avant de se quitter, Francis Khalifa, je vous en parlais en début d'interview, la présence du CRIF sur les réseaux sociaux s'est énormément diversifiée depuis cette période de confinement. Et vous avez, vous me disiez tout à l'heure, beaucoup travaillé. J'ai vu voir apparaître des articles très intéressants sur les Juifs du Japon, par exemple, ou encore des Zooms où vous vous êtes approché de la communauté arménienne. C'était vraiment une volonté de votre part, parce qu'on ne vous attendait pas trop sur ce chemin-là. On vous attend plus dans ce qui est protection d'antisémitisme, Israël, la mémoire, mais pas dans ce domaine-là. Et j'avoue avoir été très agréablement surprise. Non, je vais vous dire, en réalité c'est l'outil
qui nous permet aussi l'outil et le confinement, parce que les gens étaient chez eux, qui nous a permis aussi de mettre en place, aussi d'aller dans ces directions-là. Mais vous parliez des Arméniens, par exemple. Notre relation avec les Arméniens est une relation fraternelle que nous avons depuis très longtemps. Nous faisons énormément de choses. Nous avons une telle communauté de destin que nous faisons. Souffrance. Et de souffrance, que nous faisons énormément de choses avec les Arméniens au quotidien. Là, c'était l'occasion de sortir du quotidien et de sortir de nos relations bilatérales en ouvrant la relation, en ayant cette relation en public. Et c'est ce que nous avons essayé de faire pour donner cette possibilité. Mais il y en aura d'autres, puisqu'on l'a fait également sur l'esclavage. On l'a fait sur l'esclavage au moment des commémorations donc de la fin de l'esclavage. On le fera sur des sujets historiques également qui concernent aussi les Juifs en France particulièrement. Donc on a comme ça tout un programme qui est déjà prêt, où on va recevoir à chaque fois des personnalités qui viendront parler de sujets spécifiques, qui seront ou des sujets sociétaux, ou des sujets historiques, ou des sujets d'actualité, mais à chaque fois avec des interlocuteurs pour montrer d'abord que le CRIF n'est pas judéocentré, parce que le CRIF n'est pas judéocentré. C'est pourtant le reproche les non-juifs font beaucoup ce reproche. Non. Le CRIF n'est pas judéocentré. Donc c'est bien de casser cette image. Le CRIF a bien évidemment un cœur de métier qui est de défendre la communauté juive, de lutter contre l'antisémitisme, mais aussi de lutter contre l'ensemble des discriminations. Nous sommes très engagés dans la lutte contre le racisme, dans la lutte contre l'homophobie, nous sommes très très engagés. Nous avons au CRIF des commissions de travail avec les musulmans, avec les Arméniens, avec les syndicats. Donc ça veut dire que le CRIF est dans la cité. Le CRIF n'est pas hors sol, il est dans la cité et il mène son action dans la cité. Et je crois que c'est ce qui est important. Et cette technique du Zoom et ce confinement, finalement, a eu quand même quelques effets positifs. C'est que ça nous a permis, justement, d'aller plus loin dans la connaissance que les gens ont du CRIF. Et je suis heureux, d'ailleurs, que vous l'ayez vous-même remarqué et souligné. Eh bien, Francis Khalifa, je vous remercie infiniment. Juste avant de se quitter, on est tous restés enfermés pendant 2 mois. Alors, on a refait nos maisons, on a fait beaucoup de choses et on a lu aussi. Et j'ai envie de vous demander, est-ce que vous avez lu un livre que vous n'auriez pas lu avant et qui vous a marqué pendant ce confinement? Non, je vais vous dire, non, je n'ai pas besoin de réfléchir. J'ai eu moi-même, par contre, très peu le temps de lire. Alors, je n'ai pas lu un livre nouveau. J'ai relu des extraits de beaucoup de livres que j'avais besoin de me remémorer pour pouvoir justement continuer à travailler à travers l'outil qui est Zoom, puisque moi j'étais en réunion quasiment toutes les heures sur Zoom pendant cette période-là, et je dois vous dire que j'ai eu des réunions nationales, des réunions internationales, des réunions avec le CRIF, parce que la vie du CRIF a continué. J'ai eu des réunions d'exécutifs toutes les semaines, des réunions de notre comité directeur toutes les semaines, des réunions avec l'ensemble des régions tous les mois. Donc mon activité, j'ai envie de dire qu'elle était presque plus intense qu'avant le confinement. Donc, je dois avouer avec beaucoup de honte que je n'ai pas eu le temps, je n'ai pas trouvé en tout cas le temps, à part la nuit, mais j'avais aussi besoin de dormir, je n'ai pas trouvé le temps de me plonger dans un ouvrage nouveau, mais ça ne saurait tarder. Alors, rendez-vous. En tout cas, je vous remercie infiniment, Francis Khalifa. Je vous dis à très bientôt et j'espère pouvoir réaliser notre interview, mais en vous voyant à mes côtés. Vraiment. Ça sera toujours avec plaisir et un grand bonjour à tous les Marseillais. Merci infiniment. Au revoir. CRIFMAG est terminé. On se retrouvera bien évidemment pour d'autres Zooms et d'autres invités. Au revoir.